Il est 19 h et vous êtes en direct sur Public Sénat. Voici les titres de l'actualité et de l'information de ce vendredi 6 avril 2012. La marche de l'acier de Florange à Paris. Ils ont marché plus de 300 km pour sauver leur emploi. Les marcheurs d'ArcelorMittal sont ce soir au pied de la Tour Eiffel. Un congrès sous tension, celui de l'Union des organisations islamiques de France au Bourget. On y attend dans les jours à venir près de 100 000 personnes. Le président de l'UOIF se défend de toute pensée extrémiste. Et puis, la confusion ce soir au Mali après la proclamation de l'indépendance du nord du pays aux mains des Touaregs et des forces islamistes. Une indépendance rejetée par la France qui se dit prête à apporter un soutien militaire logistique aux pays des États de l'Afrique de l'Ouest. La Tour Eiffel, toute faite de fer lorrain, un symbole fort pour les 17 marcheurs d'ArcelorMittal qui ont achevé cet après-midi, en ce moment même, à Paris, leur marche de l'acier, 320 km à pied pour rallier Florange, en Moselle, à la capitale. Une marche pour la défense de l'emploi, point d'orgue d'un mouvement engagé le 20 février sur le site des derniers hauts fourneaux de Lorraine. Joachim Rob. Tous ensemble, ouais 320 km dans les jambes et une énergie intacte. Ils sont une vingtaine, partis il y a 10 jours de la racierie de Florange, en Moselle, pour rejoindre à pied la capitale. Ils se surnomment les marcheurs de l'acier. Pas de haine, pas de violence, on n'est pas des casseurs. Cette marche, on l'a faite pour que nos installations reprennent très vite et montrer à tous les Français, voilà ce que c'est que les sidérurgistes, voilà ce que c'est des hommes et des femmes qui se battent tous les jours pour préserver leur emploi. On lâche rien, on lâche rien. Les salariés d'ArcelorMittal réclament le redémarrage des 2 derniers hauts fourneaux lorrains, à l'arrêt depuis le mois d'octobre. Un tiers des 2800 salariés sont aujourd'hui au chômage partiel. Ils défendent leur emploi et croient en l'avenir d'une sidérurgie française. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller acheter l'acier dans d'autres pays alors qu'on a un besoin d'acier et qu'on a les compétences pour pouvoir le produire. Donc non, il faut se battre pour ça. C'est agir pour ne pas subir. On a des enfants, tout le monde a des enfants ici parmi nous. Et on veut du boulot pour eux. Et si on laisse partir nos installations, on n'a plus de boulot. Et on fait quoi? On reste au chômage? Direction le Champ de Mars et cette tour Eiffel en acier lorrain. Famille et camarades les retrouvent au passage. Tous assistent ce soir au grand concert contre le chant du cygne de l'acier français. C'est dans un contexte très particulier que s'est ouvert ce matin au Bourget le congrès de l'UOIF. Cette rencontre annuelle de la 2e Fédération de l'Islam de France se déroule sous haute surveillance. Mardi, Nicolas Sarkozy mettait en garde contre les appels à la violence et à l'antisémitisme. 6 orateurs considérés comme extrémistes ont été interdits. Ce matin, Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, regrettait la venue dans ce congrès de l'intellectuel musulman Tariq Ramadan. Un congrès sous haute tension donc où s'est rendu Mounir Soussi. C'est le plus grand rassemblement des musulmans de France. Cette année, plus de 120 000 croyants sont attendus au congrès de l'UOIF, dans une ambiance pesante, après l'annulation de la venue de prédicateurs controversés. Nous sommes blessés. Nous ouvrons cette rencontre annuelle des musulmans de France avec une grande vigilance, avec un goût amer. Dans les allées aussi, certains participants sont désabusés, fatigués d'être instrumentalisés à 2 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Oui, il y a une tension, c'est vrai, mais faut pas trop mettre sur l'islam, parce que l'islam, c'est une belle religion. Et faut arrêter de dire que chaque arabe, c'est vraiment un terroriste, alors que c'est faux. À mon avis, c'est juste l'environnement qui existe ici sur Paris qui fait qu'il y a ces tensions. Polémique sur le halal, tuerie de Toulouse, arrestation médiatique de présumés radicaux, le contexte préélectoral met l'islam sous les feux de l'actualité, une exposition qui n'est pas sans répercussions. Ça a déjà des conséquences dans la manière dont les musulmans français se perçoivent en tant que citoyens, en tant que musulmans. C'est-à-dire qu'il y a une frustration qui est énorme vis-à-vis du discours politique et médiatique de manière générale. Tariq Ramadan, sulfureux intellectuel suisse, sera présent demain. Sa prise de parole représentera le seul temps fort de ce salon qui ferme ses portes lundi.
La présidentielle est cette partie à fleur et moucheté qui se dessine à gauche. La dynamique Mélenchon bouscule la donne dans le camp socialiste. Ce matin, François Hollande était à Vaux-en-Velin, en banlieue parisienne, au lendemain de la nouvelle démonstration de force du leader du Front de gauche à Toulouse. Et pourtant, et c'est le président du Sénat Jean-Pierre Bel qui l'affirme, un vrai dialogue est possible entre les deux hommes, mais après le premier tour. François Goulin avec Elisa Bertholomé. François Hollande s'invite dans les quartiers populaires. Ce matin à Vaux-en-Velin, le candidat socialiste chasse en terre communiste, en quête de voix pour contrer l'ascension du Front de gauche. Ces derniers jours, les caciques du parti ont multiplié les appels du pied en direction de Jean-Luc Mélenchon. Sur l'aile gauche du parti, on souligne les convergences entre les deux programmes et certains militent pour un rapprochement depuis des années. J'ai même plaidé au sein du Parti socialiste pour que le Parti socialiste, il y a plus d'un an ou deux, travaille à l'idée d'une plateforme commune de gouvernement ou à défaut de gouvernement pour un accord législatif. Je pense qu'on aurait dû faire ce travail très en amont. Ça n'aurait pas empêché les dynamiques politiques autour de chacun des candidats de gauche et écologistes. Reste que cela n'étant pas fait, je plaide maintenant pour que ces rapprochements aient lieu. Au Front de gauche, on affirme avoir déjà essayé de nouer le dialogue avec le PS en vue des législatives, mais sans résultat. Actuellement, il n'y a même pas de discussion, il n'y a pas de cadre de discussion. Savez-vous que nous avons par exemple proposé au Parti socialiste une discussion sur les 90 circonscriptions en France où l'extrême droite est susceptible de passer au second tour si la gauche n'est pas unie. C'est peu de circonscriptions, mais le phénomène existe. Même sur ce point, ils n'ont pas voulu parler avec nous. Donc l'intransigeance, elle est plutôt de leur côté. En dehors du mariage homosexuel, inscrit dans les deux programmes, point de convergence, affirme-t-on au Front de gauche. Hausse du SMIC, 6e République ou 100% d'impôts pour les hauts revenus. Sur tous ces sujets, les divergences restent profondes. Bonsoir Stéphane Rosès. Bonsoir. 16 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, c'est donc le temps des professions de foi pour les candidats. On connaît celle de François Hollande depuis ce matin. Hier, c'était Nicolas Sarkozy qui présentait sa lettre aux Français, une lettre qui rappelle furieusement une autre lettre aux Français. C'était en 1988, elle était signée François Mitterrand. On comprend bien qu'il y a bien une symbolique particulière de cette manière, j'allais dire épistolaire, de s'adresser aux Français. Oui, la symbolique, la première, c'est qu'il s'agit d'un président sortant qui sollicite à nouveau le suffrage des Français. La seconde, c'est que la symbolique de la lettre, c'est le candidat qui lui-même s'adresse à chacun et chacune dans un engagement où on imagine qu'il a tenu la plume et qui doit faire foi ensuite si Nicolas Sarkozy était réélu président de la République. Alors, c'est une symbolique qu'a initiée effectivement avec succès François Mitterrand, puisqu'il a été réélu. La situation était un peu différente parce que c'était à l'issue d'une première cohabitation. Là, Nicolas Sarkozy doit assumer un bilan qu'il n'aura pas évidemment mis en avant. Il aura plutôt mis en avant l'idée que pour une France forte, les Français peuvent mieux faire. Sous-entendu, il a fait déjà beaucoup de choses, mais il peut mieux faire avec les Français comme si il avait eu face à lui des résistances et de se situer du côté du peuple contre les corps intermédiaires. Cela dit, une lettre, fût-elle signée du chef de l'État, ne fait pas une élection. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que dans les périodes d'inquiétude, ce n'est ni la lettre ni le détail du programme qui fait l'élection. C'est plutôt un récit. La capacité ensuite d'inscrire le programme, les mesures, dans un récit, car la crise existentielle de notre pays est suffisamment importante pour que on ne fasse pas l'impasse sur l'essentiel, d'où la déception des Français à l'égard de la campagne, c'est-à-dire notre modèle social et républicain a-t-il un avenir dans le monde tel qu'il est, après la crise de la dette souveraine, qui pose à la fois la question de est-ce que le politique a toujours le dernier mot face à la finance, et puis la dette, c'est est-ce que notre modèle social est viable. Et la lettre de Nicolas Sarkozy, elle a une cohérence qui est de dire dans ce on peut mieux faire, je veux retourner à l'équilibre, comme les autres, François Hollande et François Bayrou, mais de façon différente, en pesant plus sur la question de la réduction de la dépense que sur, je dirais, des impôts supplémentaires. Et là, clairement, il s'adresse plutôt
à l'électorat centriste, aux classes moyennes, quand il s'adresserait aux catégories populaires sur les questions identitaires, d'immigration et de sécurité. Est-ce que vous pensez que les Français vont lire cette lettre, Stéphane ? Les Français vont savoir qu'elle existe et ils vont surtout essayer de voir la cohérence entre cette lettre, ce qui a été fait, le récit, et il reste encore du temps d'ici le second tour, notamment le débat d'entre-deux tours. Donc ils sont à la recherche, à la fois pour Nicolas Sarkozy, François Hollande, de la cohérence, parce que derrière la cohérence, il y a la réponse à la question qui n'a jamais été tant que ça explicitée, sauf peut-être par François Hollande lors du Bourget et implicitement à Villepinte, c'est est-ce que nous avons encore un destin? Est-ce qu'il y a une alternative à survivre en renonçant à ce que l'on est, ou bien pour conserver ce que l'on est, périr? Alors justement, on a posé cette question. Est-ce que les Français vont lire cette lettre aux Français signée Nicolas Sarkozy? Eh bien, vous êtes une très forte majorité. 82% des internautes de notre partenaire le nouvelobs.com à répondre non à cette question. Et vous avez été, vous le voyez, très nombreux à voter. Plus de 2000 votes. Vous n'aviez pas donné le résultat auparavant, je le découvre. Merci beaucoup Stéphane Rosès, à la semaine prochaine. La campagne présidentielle, elle se déroule aussi sur les routes de France. Une semaine sur les routes de campagne. Public Sénat a sillonné celle de la région Midi-Pyrénées. Bonsoir Fabrice Cunet. Alors Bonsoir. toute la semaine dernière, vous avez sillonné les routes de Midi-Pyrénées. Vous êtes allé tâter le pouls, si je puis dire, des Toulousains pour la présidentielle. Toulouse, une ville qui, 3 semaines après les tueries de Mohamed Merah, eh bien, se remet difficilement, lentement en tout cas, de ses épreuves. On ne pouvait évidemment pas éviter ce sujet qui est encore très présent dans les esprits. Il y a une vive émotion, il y a eu une vive émotion. Alors évidemment, on essaye d'avancer, de dépasser ces événements, parce que l'enjeu aujourd'hui, il est surtout de maintenir un dialogue entre les communautés, un dialogue qui s'est, vous vous en doutez, compliqué avec cette affaire Merah. Il y a le risque des amalgames, des stigmatisations. Et d'ailleurs, dans les jours et les semaines qui ont suivi ces événements, plusieurs initiatives allaient dans ce sens, d'essayer de maintenir ce dialogue sous la bannière du vivre ensemble, ce qu'on appelle à Toulouse le vivre ensemble. Dialogue compliqué. Je vous propose d'écouter Abdelatif Melouki, il est le représentant du Conseil du culte musulman en Midi-Pyrénées, qui évoque ce dialogue devenu difficile. Il y a des difficultés pour reprendre les discussions avec les autres composantes de la communauté nationale. Le travail qui a été fait depuis quelques années, et il faut le continuer. Moi, le sentiment que j'ai eu pendant ces événements-là, c'est que la volonté de continuer, elle est là. Alors oui, la volonté est là, mais on a bien senti durant ce reportage que le chemin serait quand même long et très compliqué. Alors, autre étape de votre enquête en Midi-Pyrénées, la rencontre avec les salariés de l'usine d'entreprise de câbles automobiles Molex, aujourd'hui fermée, le symbole d'une désindustrialisation aussi de cette région, une situation qui peut d'ailleurs expliquer en partie le succès hier soir sur la place du Capitole et bien du meeting de Jean-Luc Mélenchon. Oui, puis ce qui frappe, c'est qu'on est quand même 3 ans après cette fermeture du site. 3 ans après, ils sont toujours en lutte. 3 ans après, on a senti une vraie détresse psychologique chez certains, parce que tous, et loin de là, n'ont pas retrouvé du travail. Et pour ceux qui en ont retrouvé, c'est souvent un travail précaire. Le cas de Jean-Paul Moynière, que l'on a rencontré dans le local, puisqu'il y a encore un local de ces anciens Molex pour qu'ils continuent à s'organiser, à organiser leur lutte. Ce salarié nous dit c'est compliqué, c'est dur. Alors oui, j'ai un travail, mais quel travail? Et du coup, la campagne présidentielle, pour l'instant, ne l'intéresse que très peu. Je vous propose de l'écouter. C'est un peu inquiétant pour cette campagne. La campagne ne prend pas le bon virage, quoi. On ne parle pas de l'essentiel, il faudrait tout refondre pour repartir sur de bonnes bases. Et là, on s'aperçoit que c'est toujours les financiers qui mènent la barque. Et nous, on a les réduit à la portion congrue, quoi. On nous laisse que les miettes, c'est tout.
Ce discours-là, on le retrouvait en place du Capitole hier, puisque nous étions place du Capitole, cette lutte un peu contre cette finance omniprésente. Et c'est vrai qu'on l'a ressenti avec ces salariés de Molex en grande détresse pour certains. Merci beaucoup Fabrice Cunet de votre témoignage. Je vous rappelle qu'on peut retrouver l'ensemble de vos reportages signés Fabrice et Sandra Cerquera sur notre site publicsena.fr. La semaine prochaine, eh bien, c'est la région marseillaise qui sera l'objet de toute l'attention de nos équipes sur place. C'est le nouvel Eldorado de l'énergie, les champs éoliens offshore, c'est-à-dire en mer, dont un certain nombre vont bientôt sortir des eaux de l'Atlantique et de la Manche. EDF et Alstom ont aujourd'hui remporté la mise d'un très important appel d'offres. Les deux compagnies construiront 3 des 5 sites en jeu, à Fécamp, Courseulles-sur-Mer ou encore Saint-Nazaire. Ces nouvelles implantations pourraient être l'origine de la création de 10 000 emplois industriels. Chacun, bien sûr, se souvient de la catastrophe de l'Erika. C'était en décembre 1999. Le naufrage du pétrolier était à l'origine de la pollution de près de 400 km de côte. Le navire affrété par la compagnie Total battait pavillon maltais, un élément crucial qui pourrait remettre en cause la condamnation de la compagnie pétrolière. Réponse le 24 mai, date à laquelle la Cour de cassation rendra une décision définitive. Julien Cholin. La Cour de cassation pourrait réduire à néant 13 ans de procédure judiciaire. L'avocat général pourrait préconiser l'annulation pure et simple de l'ensemble des jugements rendus depuis 1999 dans le dossier de l'Erika. Il rappelle que le naufrage se situait en dehors des eaux territoriales françaises, ce qui rendrait la justice hexagonale incompétente pour sanctionner les responsables. Pour la première fois en 2008, 4 entreprises dont Total avaient été condamnées pour le préjudice écologique des dégâts causés par le naufrage du pétrolier Erika. La décision avait été confirmée en appel 2 ans plus tard. Une jurisprudence chère aux défenseurs de l'environnement pour qui l'annulation de ces décisions constituerait un retour en arrière inacceptable. Qu'est-ce qui l'emporte? C'est le dommage qui est causé sur la côte, et c'est ça qui commande tout. Ou est-ce que c'est le lieu de l'accident et donc l'état de pavillon? Si vous renvoyez les victimes à aller se pourvoir devant ces tribunaux-là, vous voyez à peu près le résultat que ça peut donner. Bon. Donc c'est une régression considérable du droit de l'environnement. L'annulation de la procédure ne remettrait pas en cause les indemnités déjà perçues par les collectivités victimes de la marée noire, près de 400 millions d'euros au total. Mais elle casserait une part de l'arsenal législatif dissuadant les pollueurs. Un arsenal toutefois renforcé depuis la catastrophe de l'Erika, avec l'adoption de nouvelles lois en 2003, 2005 et 2008, un héritage qui, lui, subsistera quelle que soit la décision de la Cour de cassation. Alors avec nous au téléphone ce soir, le président de la région des Pays de la Loire, Jacques Oxiette. Jacques Oxiette, merci d'être avec nous. Depuis 12 ans, vous êtes avec vos collègues élus locaux en pointe sur ce dossier de l'Erika. Vous êtes aujourd'hui en colère, bien sûr. Vous dites que la décision possible de la Cour de cassation va ramener la France 10 ans en arrière en matière de préjudice écologique. Pourquoi, Jacques Oxiette? Bien parce que, comme vous l'avez rappelé à l'instant, il y a eu 2 jugements, en première instance et en appel, et les magistrats parisiens qui ont eu à gérer cette affaire ont clairement évacué, en s'appuyant sur une loi nationale de 1983 qui, comme vient de l'évoquer Maître Lepage tout à l'heure, oui, permettait effectivement, et c'est ce qu'ont fait les tribunaux français, de juger en connaissance de cause les conséquences sur nos côtes de ce naufrage. Et donc la question qui se pose à travers le rapport de l'avocat général, attendons les conclusions de la Cour, mais c'est de considérer que les tribunaux français qui seraient incompétents pour porter un jugement sur les conséquences de ce naufrage, sachant, comme ceci a été rappelé, que la pollution a été une réalité sur les côtes françaises et que probablement il aurait fallu, selon eux, je ne sais pas si la Cour de cassation le dira, aller à Malte pour pouvoir plaider ce dossier. Devant quelle juridiction, on ne le sait pas trop, et je ne suis pas sûr que les tribunaux de Malte soient suffisamment armés pour que l'on puisse traiter un tel dossier. Alors, donc je crois que ce qui est en cause, n'est-ce pas, et ce qui est mis en avant par les avocats notamment de Total, c'est effectivement le fait qu'il y a eu une condamnation au pénal de Total qui est
totalement responsable, si je puis dire, du choix du navire. Et toute la procédure qui a été faite en première instance et en appel a démontré que Total, à partir de sa société de vetting, a fait le choix de ce navire dont on a pu constater la vétusté avec toutes les conséquences que ça a entraîné. Oui, c'était un navire poubelle. Alors, Jacques Auxiat, vous dites aussi que tout a été préparé pour amener à cette décision. Autrement dit, vous accusez l'État de faire cause commune avec la compagnie Total. L'État, vous avez dit, défend d'abord son fleuron industriel. Je crois que nous sommes fiers d'avoir les uns et les autres des fleurons industriels, ce n'est pas le problème, mais que ce n'est pas au nom de ce pouvoir financier, de ce fleuron industriel, que l'on peut ignorer les réalités du droit. Et ce que je voulais dire, pour terminer par rapport à la phrase que j'avais commencée, c'est qu'on va juger au niveau de la Cour de cassation au nom d'un soi-disant droit maritime international qui, en fait, est, regardez le début du rapport de l'avocat général qui précise bien que toute l'organisation qui a amené du pavillon de complaisance, entre guillemets, maltais, jusqu'à la décision de Total, il y a 7 pays qui sont mentionnés, du Libéria aux Bahamas, en passant par la Grande-Bretagne, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on prétend être le droit maritime international, c'est l'organisation, je pèse mes mots, d'une irresponsabilité des différents acteurs pour justement permettre d'arriver à les disculper lorsqu'il y a des pépins. Et donc je pense qu'il y a là toute une organisation de type mafieux, qui gère, entre guillemets, le transport maritime, et on ne peut pas accepter, comme citoyen ordinaire, défenseur, encore une fois, des règles de droit auxquelles, bien évidemment, nous sommes les uns et les autres soumis, que l'on puisse considérer que dans ces conditions, c'est cette situation-là qui prévaut, alors qu'on connaît les conséquences qui ont eu lieu. Merci, Jacques Auxiat, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous présidez la région des Pays de la Loire. Merci encore. C'est la plus grande confusion qui règne ce soir au Mali, un pays désormais coupé en deux. Au sud, un gouvernement putschiste aux abois, au nord des Touaregs et des islamistes qui ne parlent pas d'une même voix. Aujourd'hui, la journée a été marquée par le rejet de toute idée de partition du pays, un rejet affirmé par la France comme par l'Algérie. Nathalie Guillouard. Depuis ce matin, la partie nord du Mali est indépendante. C'est en tout cas ce que déclare le MNLA, le Mouvement national de libération de l'Azawad. Mais Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères, déclare aujourd'hui: nous ne pouvons pas accepter la déclaration unilatérale d'indépendance du MNLA. Reconnue ni par la France ni par l'Union africaine et les États-Unis, la question d'une intervention militaire se profile. La CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, menace déjà. Elle prévoit l'envoi de 2000 à 3000 hommes. Une mauvaise idée selon Moussa Agatawer, porte-parole du MNLA. Il serait hasardeux aujourd'hui de mobiliser des soldats africains sur le territoire de l'Azawad qui vient à peine d'être libérés par le MNLA. La situation est plus qu'instable au Mali et les rebelles sont divisés sur la suite à donner au mouvement. Si le MNLA appelle à poser les armes, les islamistes d'Ansardine et des éléments d'Al-Qaïda au Maghreb islamique continuent les combats. À Tombouctou, les bâtiments administratifs sont saccagés et les islamistes veulent imposer la charia. Face à cette situation, des centaines de personnes ont fui les villes de Tombouctou et de Gao. Merci beaucoup d'être avec nous, Vincent Hugeux, ce soir. Vous êtes journaliste à l'Express, vous êtes l'auteur de cet ouvrage, l'Afrique, le mirage démocratique. Est-ce qu'on peut dire ce soir que le Mali est au bord du désastre? Le Mali est les deux pieds dans le désastre. Pour des raisons politiques, on y reviendra, mais avant tout pour des raisons humanitaires, car comme toujours dans ce genre de scénario, ce sont les populations civiles jetées sur les rues, privées de nourriture, d'eau potable, d'électricité évidemment. Alors on a entendu parler d'exactions dans les combats, on a entendu parler de populations déplacées dans les pays limitrophes, le Burkina par exemple. Plus de 200 000 personnes à ce stade, des exactions selon en tout cas des indices concordants contre notamment des jeunes filles et des femmes, notamment la ville de Gao, qui a été conquise par une aile radicale de l'islamisme djihadiste. Et donc, évidemment, des gens totalement démunis et surtout une impossibilité pratique d'accès à celles et ceux qui ont le plus besoin de secours vitaux.
Et on parle également de ces problèmes, ne serait-ce qu'alimentaires, l'approvisionnement en eau, voire en énergie, qui est extrêmement problématique dans ces régions. Cet épisode intervient à un moment où déjà la région saharo-sahélienne est, comme c'est souvent le cas, frappée par une crise alimentaire aiguë, ce qui évidemment est un facteur d'aggravation considérable. Alors on va essayer de comprendre cette situation politique dans ce pays, un pays coupé en deux donc, avec l'indépendance autoproclamée du nord du pays, qui aujourd'hui mène le jeu dans le nord du Mali. Dans le nord du Mali, ce qui se joue, c'est en réalité une rivalité entre la composante supposée laïque, je dirais la composante traditionnelle, canal historique de la revendication touareg, donc ce fameux MNLA qu'on vient d'évoquer, Mouvement National de Libération de l'Azawad, l'Azawad étant le nom donné au berceau historique des Touaregs maliens autour des 3 grands pôles urbains que sont Kidal, Gao et Tombouctou. Et il y a les alliés d'hier, alliés de circonstance, effet d'aubaine, dirais-je, djihadistes, notamment autour de ce mouvement Ansar Dine, pour ne rien simplifier, qui est conduit par une figure récurrente, une icône de la lutte des Touaregs maliens, mais très clairement djihadisée, islamisée, et puis d'autres filiales, je dirais, de la nébuleuse AQMI, plus ou moins identifiées. Et cette indépendance, cette proclamation, qui est évidemment une fiction, soyons clairs, qui est de l'ordre de l'incantation, est plus à mon sens un aveu de faiblesse qu'un signe de force. Pourquoi? Parce que le MNLA sent qu'il n'a pas prise sur cette grande moitié nord du Mali. On vient d'entendre à l'instant libéré, mais libéré de qui, diable? Libéré de quoi? Alors que dans les villes comme Gao et comme Tombouctou, ce sont à l'évidence à ce stade les djihadistes qui ont pris le dessus. Donc à quoi rime une indépendance qui d'abord ne correspond à rien en termes, je dirais, de structure locale, et alors même qu'une rivalité se poursuit et s'aiguise entre les deux composantes de cette rébellion hétéroclite. Est-ce que le Mali pourra faire l'économie d'une intervention militaire? Elle se prépare plus ou moins par les pays limitrophes de l'Afrique de l'Ouest. Le principe d'une intervention militaire de cette nature, c'est que l'on brandit le glaive pour ne pas devoir l'abattre. Donc il s'agit d'accroître la pression et de faire en sorte que d'abord, priorité numéro 1, les putschistes se retirent, qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel et qu'ensuite on puisse traiter d'une manière efficace cette affaire de rébellion. Mais imaginons même que la volonté politique soit là. Imaginons que la motivation soit ardente. Si vous avez une décision, à l'instant où nous parlons, de monter, d'assembler cette force de 2 à 3 000 hommes, d'après les experts militaires que j'ai consultés depuis hier, dans le meilleur des cas, 5 à 10 semaines. Identifier les unités, les équiper, les acheminer, cauchemar logistique. On a ici des lignes qui se comptent en milliers de kilomètres et non pas en dizaines. Donc, je veux dire que de toute façon, cette intervention aura aussi, à l'évidence, un effet pervers, c'est qu'elle risque d'aiguiser la fibre nationaliste que les putschistes, et ils n'ont pas grand-chose d'autre dans leur besace d'ailleurs, essayent d'activer aujourd'hui à Bamako notamment. Alors, on a entendu Alain Juppé qui rejette évidemment cette partition autoproclamée donc du Mali. On a également entendu les Algériens qui, eux, sont extrêmement fermes sur l'intégrité du territoire malien. Comment vous expliquez cette fermeté algérienne ? Les Algériens considèrent depuis toujours que, compte tenu, je dirais, dans leur antériorité dans le combat contre l'islamisme, n'oublions pas par exemple que les 3 djihadistes qui ont rejoint les Touaregs de Iyad Akrali à Tombouctou, voilà 48 heures, sont des Algériens. Les fameux Belmortar, Abu Zaid, Al-Hammam sont des Algériens. Et les Algériens ont un complexe de supériorité. Ils considèrent que, de par leur puissance logistique et militaire, de par, encore une fois, ce précédent historique, le leadership de la lutte contre le terrorisme doit leur revenir naturellement. Mais ce n'est pas aussi simple. Et aujourd'hui, alors même que leur consul à Gao a été enlevé, vraisemblablement par un commando islamiste, c'est la suite de la vieille lutte délocalisée maintenant, ils vont être obligés de tenir compte également de la CEDEAO, donc les États d'Afrique de l'Ouest, qui sont supposés envoyer cette force demain. Merci beaucoup Vincent Hugeux d'avoir été avec nous pour vos éclairages ce soir. Et puis cette image pour terminer ce journal, ces chaises rouges dans le centre de Sarajevo, c'est 11 541e chaise vide, symbole du nombre de citoyens bosniaques tués il y a 20 ans lors du siège de la ville par les Serbes. La guerre de Bosnie qui, 3 ans durant, a opposé les communautés serbes, musulmanes et croates, a fait au moins 100 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Une guerre qui commençait il y a 20 ans. C'est la fin de cette édition à suivre entre les lignes chez nos confrères d'LCP Assemblée nationale. Je souhaite à tous un excellent week-end de Pâques. Merci.
de Centrafrique. En 1977, Jean Bedel Bokassa est couronné empereur de Centrafrique. Tout ça était complètement décalé, ne correspondait à rien. Là, c'était un empire carton-pâte copié sur l'empire français. Donc tout ça était fou. Retour sur un épisode grotesque des relations entre la France et l'Afrique. Bokassa Ier, empereur de France-Afrique. Demain à 22h sur Public Sénat.